Bonjour, bienvenue à tous, nous sommes toujours en direct du studio du salon Materials and Light où nous avons le plaisir d'accueillir deux architectes, Benjamin Clarence et Yann Martin de Cut Architecture. Bonjour messieurs. Bonjour. C'est en même temps, c'est parfait. On va découvrir vos projets, on va voir qu'ils sont extrêmement nombreux, extrêmement divers. Un petit point sur vos parcours. Benjamin d'abord, donc vous êtes architecte, vous êtes formé en France et à l'École normale supérieure d'architecture de Paris-Belleville et également aux Pays-Bas. Vous avez travaillé avec l'agence de Rem Koolhaas, excusez du peu. Vous avez ensuite collaboré avec pas mal d'agences à Paris et aujourd'hui vous continuez à diffuser le savoir en enseignant à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Yann Martin, vous êtes également formé en France à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Seine, Paris-Malaquais. Vous collaborez d'abord au sein de l'agence UAPS et puis vous travaillez également en Finlande. Vous faites finalement vos premières armes, mais là vous êtes de retour à Paris et ensemble vous créez Cut Architecture. Qui nous présente l'agence? J'y vais. On a créé l'agence quand on était étudiant. Donc on a commencé avec des premiers projets pour des particuliers. On a gagné un concours pour les jardins de Chaumont-sur-Loire. Et on a enchaîné assez naturellement derrière, une fois notre diplôme obtenu, sur d'autres projets. Mais au début, vraiment dans l'habitat. Et donc on a monté l'agence en 2008. Et on est aujourd'hui une dizaine de personnes et on touche à des projets très divers dans des domaines de l'hôtellerie, de la restauration, du retail. Et ça va même jusqu'au robinet, on va voir ça dans un instant. Une petite question sur vous deux, ça a été le coup de foudre. J'imagine quand on démarre un projet, qu'on gagne, c'est quand même bien parti. Oui, c'est vrai que c'était une suite de concours étudiants à l'époque, mais qui ont été gagnés et qui nous ont donné envie de continuer ensemble. C'est vrai que la synergie était bonne, et donc on n'a pas arrêté. Ouais. Alors, comment vous avez fait? Parce que vous avez travaillé aussi dans beaucoup d'endroits, d'ailleurs vous continuez à être vraiment très internationaux avec des collaborations en France, mais aussi au Japon. Comment ça se répartit le travail de l'agence? Il y en a qui partent, il y en a qui restent. On fait tout à quatre mains en termes de dessin et de concept. On fait vraiment tout à quatre mains. On est depuis très longtemps digitalisé, on va dire, donc c'est une très grande facilité pour nous de travailler à distance. Le confinement, par exemple, n'a pas été du tout une étape vous n'avez pas trop subi finalement. Pas vous avez l'habitude de vous voir en visio, par téléphone. On a des collaborateurs qui ne sont pas à Paris, qui ne sont pas dans nos bureaux et qui passent de temps en temps. Et nous-mêmes, c'est vrai que les projets au Japon, par exemple, font qu'on a pu... Pour ma part, en tout cas, j'ai beaucoup voyagé ces dernières années au Japon et je travaille depuis le Japon quand j'y suis, et donc c'est pas une problématique. Et ça ne nous empêche pas du coup de tout faire à quatre mains, puisqu'on échange en permanence à quatre mains et à 50 mains, puisque le reste de l'agence, de toute façon, la synergie, elle est sur tous les projets. D'accord, vous êtes déjà sur de cet échange sur le principe de la digitalisation ou du travail en remote, comme on appelle ça, que beaucoup ont découvert ces derniers mois. Voilà, c'était déjà le cas chez vous. L'agence, donc on l'a dit, archi d'intérieur, vous êtes en fait sur beaucoup de projets. Il suffit d'aller, et j'invite ceux qui nous regardent à regarder sur votre site. C'est beaucoup en anglais d'ailleurs. Donc il y a le Home pour l'architecture d'intérieur, il y a Play parce que voilà, vous travaillez sur des concepts, des boîtes de nuit, vous travaillez sur bien sûr des restaurants. On va y venir. Une de vos grosses collaborations, c'est avec le Café Couture. Je crois que c'était une de vos premiers coutumes. Voilà, c'était un de vos premiers grands clients. C'était notre premier client en espace public, tout simplement, en retail. En 2010, ils sont venus nous voir pour un projet qui a ouvert en 2011, qui était pour eux une création totale avec peu de moyens, mais qu'on a accompagné. On a créé la marque finalement avec eux et on a continué de les accompagner avec une deuxième ouverture à Paris dans l'Institut finlandais. Puis ils ont eu la chance de se faire repérer par un groupe japonais qui fait que leur marque est partie au Japon en licence. Et nous avons réussi à faire en sorte que nous soyons du voyage et que nous dessinions le flagship puis deux cafés au Japon. Ce qui nous a permis ensuite d'avoir plus de projets au Japon dans d'autres domaines. Alors le Japon c'est un peu loin, surtout pour y aller en ce moment. En tout cas on peut aller à Paris. Dernier café coutume en date, je crois que c'est à La Défense. Alors a ouvert au mois de février, enfin non, juste le jour du confinement, mais donc est maintenant visible, un café coutume sous la coupole des Galeries Lafayette au 3e étage.
c'est vraiment le dernier en date et ouvre demain, 9 septembre, le Café Coutume du Monoprix Montparnasse. Donc une première présence dans un supermarché finalement, mais c'est un nouveau concept de Monoprix qui ouvre à Montparnasse et dans lequel on a fait l'entité coutume. À découvrir d'urgence, ces cafés dans la vague des néo-cafés, effectivement, des inspirations australiennes, on l'a vu avec tout à l'heure un de vos collègues, effectivement, et ça cartonne, on peut le dire. Et même ça a attiré d'autres clients, par exemple une chaîne de hamburgers qui vous a fait là aussi confiance. Les deux fondateurs sont venus vous voir, ils avaient le projet dans les cartons et ils voulaient une pâte, ils voulaient en tout cas la vôtre. Oui, c'est le hasard, mais ils avaient flashé en fait sur le projet du Café Coutume, ils se sont rendus compte qu'on était basé à Paris, on s'est rencontrés. Donc on l'avait pas dit, mais c'est les fondateurs de P&Y. De Paris-New York, ouais, tout à fait. Et hamburgers. Qu'on suit également depuis leur première implantation à Paris. Et on en a fait avec eux, on a fait un premier rue du Faubourg Saint-Denis, on en a fait un deuxième rue Oberkampf. Alors le premier très new-yorkais. Oui, et parisien, puisqu'il fallait établir leur marque. Voilà. C'était Paris et New York. Et ensuite des digressions. Tout à fait. Ils créaient la marque, donc il est important qu'on lise et Paris et New York. Donc on a notamment deux marqueurs très forts, on va dire, qui sont ce sol en carreau de ciment peint, et on a un plafond en ampoule qui vient habiller tout le plafond jusqu'à la sous-face aussi de l'avancée sur rue. Et donc on a un peu cette dialectique qu'on a mis en place pour établir l'ADN de Paris-New York, et qu'après on a décliné sous d'autres formes dans d'autres enseignes. Oui, alors c'est assez étonnant parce qu'on peut se dire quand on a un bon concept comme ça, on aurait pu finalement décliner un premier concept store et puis à l'infini. Et puis non, vous changez à chaque fois. Il y en a un autre, c'est une inspiration plutôt Miami, qui est pas très loin d'ici. C'est vraiment des marqueurs, c'était quelque chose qui était une volonté aussi des fondateurs de Paris-New York et qui nous allait très bien parce qu'on pense que c'est aujourd'hui une très bonne façon de faire dans le retail et dans la restauration. Et du coup, on a des marqueurs qu'on shift plus ou moins selon la localisation. Donc celui de la rue d'Oberkampf était beaucoup plus street, c'est pour ça qu'on a ces blocs de néons comme des billboards sans leur publicité. Celui de Pigalle était vraiment orienté sur le son, c'est pour ça qu'on a un tourne-disque de 45 tours, de 1045 tours qui font l'histoire du rap en 1045 tours, et on a créé ces murs du son vraiment avec les enceintes qui font partie prenante du mobilier et de l'espace qu'on a créé. Et puis il va ouvrir d'ici un mois environ dans le Citadium groupe Printemps, celui de Haussmann, on va dire, un Paris-New York à rez-de-chaussée également, avec là aussi une touche particulière pour le lieu qui est plus orienté au Citadium, donc une coloration. Quand on a un client comme ça, est-ce qu'on a des hamburgers gratuits à vie ? Non, mais on va avec plaisir les consommer, mais on les règle. On va parler un peu de votre façon de travailler à l'agence, parce que vous êtes assez extrême, on l'a vu, donc très digital, le bureau déjà en remote, mais vous avez envie d'un peu de casser les codes et vous interdire, j'allais dire, le mainstream, c'est-à-dire par exemple quelque chose qu'on peut révéler, pas de Pinterest, pas d'inspiration, vous avez banni ça de votre environnement. Pourquoi ? Tout à fait. On est conscient qu'aujourd'hui, on va dire qu'il y a, comme dans tout domaine, il y a des tendances, et on a, nous, en tout cas, comme envie constante d'éviter de s'inscrire là-dedans et de plutôt réinterroger en fait les programmes, l'ADN des marques qui nous contactent, et d'essayer d'envisager les choses un peu différemment. Aussi pour que notre quotidien soit plus excitant, et celui des personnes qui vont rentrer dans ces boutiques ou garder dans ces une espaces fraîcheur aussi d'inspiration. Oui, tout à fait. Il nous reste encore quelques années, donc il faut se réinventer. C'est pas évident dans un monde instagrammable, c'est vrai, où on voit tout partout, pratiquement instantanément. C'est une démarche intéressante. Alors Benjamin Clarencienne-Martin, il y a une autre question, évidemment, c'est comment on passe d'un robinet à un hôtel de 30 000 m², puisque quand on voit la galaxie de projets que vous avez, on trouve du plus petit objet, qui est vraiment du design, à la rénovation de l'hôtel Pullman à Montparnasse, avec près d'1 millier de chambres. Tout à fait. Comment vous expliquez ce grand saut ? Je pense c'est un petit peu la discussion qu'on avait plus tôt, qu'on n'a pas poussé plus que ça, mais c'est le fait qu'on soit un cabinet d'architecture et qu'on soit tous les deux architectes, je pense, fait qu'on aborde toujours un projet de la même façon, et le process qu'on donne à l'interrogation d'un projet fait comme on va avoir la même démarche pour un robinet ou pour un hôtel de 30 000 m², pour nous finalement, ça fait que c'est possible de la même façon, dans le sens où on va avoir la même façon de l'interroger,
le réinterroger et de le modifier et d'avoir une approche tangente. Ça, c'est ce qu'on cherche à avoir nous. Mais je pense que c'est du fait de notre process qui est plus lié à comme on ferait un projet d'architecture pour un bâtiment ou pour de l'urbanisme. Et c'est cette grille de lecture et d'analyse et de conceptualisation d'un projet qui est pour nous la même, quelle que soit l'échelle oui. du questionnement. Pour compléter, on a une sorte de curiosité d'essayer de comprendre comment fonctionnent tous les sujets auxquels on est confronté. Donc quand on nous approche pour parler d'un robinet, on a tout de suite cette interrogation naturelle d'essayer de comprendre comment fonctionne l'objet, de la même manière qu'à un moment on va nous expliquer qu'on va construire un énorme hôtel de taille XXL et on s'interroge aussi sur ces problématiques et finalement on met en place une sorte de logique de compréhension et d'analyse et qui peut aussi bien répondre à l'échelle macro que micro. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, vous réinventez finalement votre sujet du moment. On essaie. On essaie. Bah, c'est déjà pas mal. On est au salon Materials and Light. Voilà, est-ce que vous sentez que vous êtes attiré par tel ou tel matériau, des choses aujourd'hui, là en 2020, sur lesquelles vous avez envie de travailler, que ce soit le bois, je sais pas, le métal, l'acier, la tôle ondulée. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui vous attirent? Ouais, je pense que tous les matériaux nous attirent tant qu'ils sont des matériaux. C'est-à-dire qu'on a vraiment une volonté toujours de travailler un matériau pour ce qu'il est. Il peut être transformé, mais on ne va jamais utiliser autre chose qu'un matériau. On ne va jamais le détourner. Enfin, si on le détourne, ce sera quand même ce matériau. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser un autre matériau que celui qu'il est censé être. Donc, en soi, on va être aussi bien intéressé par de l'acier que par de la terre cuite. Et après, bien entendu, le process de transformation et les performances, ils peuvent être liés à un matériau, vont nous intéresser. Mais pour nous, ce qui est important, c'est vraiment que le matériau de base soit Du coup, ça vous donne des idées, un salon comme ça, où il y a une centaine d'exposants là, qui en fait, vous montrent des nouvelles choses? C'est un format qui, en tout cas pour nous, est assez parlant parce qu'on n'aime pas dire qu'on préfère le bois ou le métal ou le béton. Enfin, on trouve que c'est une sorte de... Là encore, une sorte de préjugé sur une matière qui pour nous n'a pas trop de sens. Du coup, un salon ou un cadre comme celui-là, il nous parle particulièrement parce que forcément, on a un panel très varié de types de matériaux, de types de fournisseurs. Et donc, c'est pour nous plutôt l'occasion de se demander comment on pourrait utiliser ces matériaux-là d'une manière ou d'une autre et les réinterroger. Mais à chaque fois, c'est un projet et l'interrogation qu'on va avoir qui va amener le matériau et pas dans l'autre sens. On ne va pas se dire « Ah bah, on nous a demandé un resto, on va forcément le faire avec de la terre cuite ». C'est jamais dans ce sens-là que ça vient, puisque c'est d'abord qui est cette marque, quel est le produit, qu'est-ce qu'on interroge et pourquoi on voudrait faire autrement. Voilà, bien discuter évidemment avec le maître d'ouvrage et ensuite lui proposer des concepts. Jusqu'ici, c'est quand même très réussi. Bravo messieurs, j'invite évidemment tous ceux qui vont nous regarder en vidéo à aller voir, à découvrir sur votre site Cut Architecture, bien sûr, l'ensemble de vos projets. Et puis rendez-vous dès le prochain salon pour vous de nouvelles créations. Merci Benjamin Clarence et Yann Martin de Cut Architecture. Merci beaucoup.